Et bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille aujourd'hui sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, aujourd'hui, et si on lisait Le Grand Maulne, écrit par Alain Fournier. C'est notre sixième live sur cette œuvre. Nous lirons aujourd'hui les premiers chapitres de la troisième partie. Troisième et, attention spoiler, dernière partie de ce roman. Comme d'habitude, si vous me regardez en rediffusion sur YouTube, vous trouverez dans la barre de lecture de la vidéo ainsi que dans la description de la vidéo des timecodes qui vous permettront de passer l'introduction, de passer les pauses éventuelles que je ferai pendant la lecture, mais je pense pas que je ferai de pause. Et ça peut vous servir également de marque-page si vous voulez picorer cette lecture en plusieurs occasions. On est toujours sur ce nouveau format que j'essaie de lecture. Globalement, les retours que j'ai eus de votre part, c'était plus ou moins soit des émoticônes, pour dire que c'était cool, soit des petits messages pour dire: «De toute façon, ce qui sera le mieux pour toi sera le mieux pour nous», ce qui est, très délicat et très gentil de votre part, merci beaucoup. Donc perso, j'ai eu que des retours positifs par rapport à ça. Alors allons-y, à pieds joints. Je vais essayer de continuer ce petit format de live de lecture plus court, où du coup je fais pas forcément de pause, où j'essaie d'aller encore plus vite si possible, à discutailler en intro de live et en outro de live, pour que ça reste quand même la lecture, le centre de ces lives. Et donc, au lieu de faire des lives de 1 heure et demie environ, là, on est plutôt sur des lives de 45 minutes, 40-45 minutes, je pense, où on va lire une quinzaine, vingtaine de pages, alors qu'avant, j'en lisais plutôt une trentaine par live. Grosso modo, c'est à peu près ça. Pourquoi je fais ça? Notamment parce que ça me permet de faire des lives plus fréquents, et plus facilement les incorporer dans mon emploi du temps. Alors là, vous vous dites: «Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il dit que c'est plus fréquent alors que ça fait 2 semaines qu'il a commencé et qu'il a que fait un live par semaine». Oui, mais si j'avais continué à faire des lives longs, eh bien sachez que j'aurais certainement pas live les 2 dernières semaines en fait, les 2-3 dernières semaines. Parce que en fait, je galère. Je suis vraiment en giga galère pour m'organiser. Je suis pas doué là-dessus et donc je pense aussi que je suis un gros stressé qui a peur d'avoir pas assez de temps alors que parfois il en a, mais bon bref. Et du coup, ça fait que, bah, ça a sauvé des lives l'air de rien. Alors j'ai l'impression que ma lumière vient à plusieurs reprises de presque s'éteindre. Si la lumière s'éteint, je ne sais que faire. On verra, on verra. Ça dépend si c'est ma lumière de stream ou si c'est ma lumière de ma pièce. On verra quand le problème surgira. Mais si ma lumière s'éteint, on va essayer de quand même faire le live, mais juste on aura une qualité vidéo moindre, c'est pas très grave. Le plus important, c'est l'audio pour ces lectures. Voilou, et du coup, je vous replonge là où on s'en était arrêté, c'est-à-dire à la fin de la deuxième partie. À la fin de la deuxième partie, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu les lettres qu'avait adressées le grand Maulne au narrateur, à son ami le narrateur. Et donc, c'était des lettres plutôt tristes, des lettres plutôt désespérées sur le fait que comment dire, sa poursuite de la recherche de son amour euh, ne portait pas vraiment ses fruits, qu'il était plutôt en mode c'est sans espoir, et qu'il intimait à son ami le narrateur de l'oublier. Le narrateur, la deuxième partie finit sur un paragraphe très triste où le narrateur est en mode, en gros, j'ai l'impression que c'était la fin de ma jeunesse, un truc comme ça, en mode, voilà quoi, j'ai vécu la meilleure période de ma vie en côtoyant le Grand Maulne et toute cette mystérieuse histoire. Après ça, c'est naze. Enfin, en tout cas, il y a un truc qui est mort pour lui, on va dire. Heu et donc le narrateur nous disait que c'était la dernière fois qu'il avait eu des nouvelles de lui avec ces 2 lettres. Il nous reste quand même une troisième partie de nombreuses pages, on va dire. Donc je doute fortement que ce soit la dernière fois que le narrateur ait des nouvelles de Maulne. Dans quelle direction va partir cette œuvre pour la troisième partie? J'en ai vraiment fichtrement aucune idée, mais c'est ça qui est cool. Allons-y tout de suite pour la suite de la lecture. Comme je le disais, certainement pas de pause. J'ai fait du repérage avant le live, je pense vous lire le chapitre 1 et 2.
ce qui fait une petite vingtaine de pages, je crois. Santé à tous les amis, et j'espère que vous passerez un agréable moment en ma compagnie en m'écoutant, et je vous dis à dans quelques minutes pour l'outro du live. Bonne écoute à tous, que vous me regardiez en live sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube. Troisième partie. Chapitre 1er. La baignade. Fumer la cigarette, se mettre de l'eau sucrée sur les cheveux pour qu'ils frisent, embrasser les filles du cours complémentaire dans les chemins et crier «À la cornette!» derrière la haie pour narguer la religieuse qui passe. C'était la joie de tous les mauvais drôles du pays. À 20 ans d'ailleurs, les mauvais drôles de cette espèce peuvent très bien s'amender et deviennent parfois des jeunes gens fort sensibles. Le cas est plus grave lorsque le drôle en question, à la figure déjà vieillotte et fanée, lorsqu'il s'occupe des histoires louches des femmes du pays, lorsqu'il dit de Gilberte Poquelin 1000 bêtises pour faire rire les autres. Mais enfin, le cas n'est pas encore désespéré. C'était le cas de Jasmin Delouche. Il continuait, je ne sais pourquoi, mais certainement sans aucun désir de passer des examens, à suivre le cours supérieur que tout le monde aurait voulu lui voir abandonner. Entre-temps, il apprenait avec son oncle Dumas le métier de plâtrier. Et bientôt, ce Jasmin Delouche, avec Boujardon et un autre garçon très doux, le fils de l'adjoint qui s'appelait Denis, furent les seuls grands élèves que j'aimasse à fréquenter parce qu'ils étaient du temps de Maulne. Il y avait d'ailleurs chez Delouche un désir très sincère d'être mon ami. Pour tout dire, lui qui avait été l'ennemi du grand Maulne, il eût voulu devenir le grand Maulne de l'école. Tout au moins regrettait-il peut-être de n'avoir pas été son lieutenant. Moins lourd que Boujardon, il avait senti, je pense, tout ce que Maulne avait apporté dans notre vie d'extraordinaire. Et souvent je l'entendais répéter «Il le disait bien, le grand Maulne», ou encore «Ah!» disait le grand Maulne. Outre que Jasmin était plus homme que nous, le vieux petit gars disposait de trésors d'amusement qui consacraient sur nous sa supériorité. Un chien de race mêlé, au long poil blanc, qui répondait au nom agaçant de Bécali et rapportait les pierres qu'on lançait au loin sans avoir d'aptitude bien nette pour aucun autre sport. Une vieille bicyclette achetée d'occasion, et sur quoi Jasmin nous faisait quelquefois monter, le soir après le cours, mais avec laquelle il préférait exercer les filles du pays. Enfin, et surtout, un âne blanc et aveugle qui pouvait s'atteler à tous les véhicules. C'était l'âne de Dumas, mais il le prêtait à Jasmin quand nous allions nous baigner au Cher, en été. Sa mère, à cette occasion, donnait une bouteille de limonade que nous mettions sous le siège, parmi les caleçons de bain desséchés. Et nous partions, 8 ou 10 grands élèves du cours, accompagnés de monsieur Sorel, les uns à pied, les autres grimpés dans la voiture à âne, qu'on laissait à la ferme de Grand-Fonce, au moment où le chemin du Cher devenait trop raviné. J'ai lieu de me rappeler, jusqu'en ses moindres détails, une promenade de ce genre, où l'âne de Jasmin conduisit au Cher nos caleçons, nos bagages, la limonade et monsieur Sorel, tandis que nous suivions à pied par derrière. On était au mois d'août. Nous venions de passer les examens. Délivrés de ce souci, il nous semblait que tout l'été, tout le bonheur nous appartenait, et nous marchions sur la route en chantant, sans savoir quoi ni pourquoi, au début d'un bel après-midi de jeudi. Il n'y eut, à l'aller, qu'une ombre à ce tableau innocent. Nous aperçûmes, marchant devant nous, Gilberte Poquelin. Elle avait la taille bien prise, une jupe demi-longue, des souliers hauts, l'air doux et effronté d'une gamine qui devient une jeune fille. Elle quitta la route et prit un chemin détourné pour aller chercher du lait sans doute. Le petit Coffin proposa aussitôt à Jasmin de la suivre. Ce ne serait pas la première fois que j'irais l'embrasser, dit l'autre. Et il se mit à raconter sur elle et ses amis plusieurs histoires grivoises, tandis que toute la troupe, par fanfaronnade, s'engageait dans le chemin, laissant M. Sorel continuer en avant sur la route dans la voiture à âne. Une fois là, pourtant, la bande commença à s'égrener. Delouche lui-même paraissait peu soucieux de s'attaquer devant nous à la gamine qui filait, et il ne l'approcha pas à plus de 50 mètres. Il y eut quelques cris de coqs et de poules, des petits coups de sifflet galants, puis nous rebroussâmes chemin, un peu mal à l'aise, abandonnant la partie.
Sur la route, en plein soleil, il fallut courir. Nous ne chantions plus. Nous nous déshabillâmes et rhabillâmes dans les saulées arides qui bordent le Cher. Les sols nous abritaient des regards, mais non pas du soleil. Les pieds dans le sable et la vase desséchée, nous ne pensions qu'à la bouteille de limonade de la veuve de Louche, qui fraîchissait dans la fontaine de Grand-Fonce, une fontaine creusée dans la rive même du Cher. Il y avait toujours, dans le fond, des herbes glauques et 2 ou 3 bêtes pareilles à des cloportes, mais l'eau était si claire, si transparente, que les pêcheurs n'hésitaient pas à s'agenouiller, les 2 mains sur chaque bord, pour y boire. Hélas, ce fut ce jour-là comme les autres fois. Lorsque, tous habillés, nous nous mettions en rond, les jambes croisées en tailleur pour nous partager, dans 2 gros verres sans pied, la limonade rafraîchie, il ne revenait guère à chacun, lorsqu'on avait prié M. Sorel de prendre sa part, qu'un peu de mousse qui piquait le gosier et ne faisait qu'irriter la soif. Alors, à tour de rôle, nous allions à la fontaine que nous avions d'abord méprisée, et nous approchions lentement le visage de la surface de l'eau pure. Mais tous n'étaient pas habitués à ces mœurs d'hommes des champs. Beaucoup, comme moi, n'arrivaient pas à se désaltérer. Les uns parce qu'ils n'aimaient pas l'eau, d'autres parce qu'ils avaient le gosier serré par la peur d'avaler un cloporte, d'autres trompés par la grande transparence de l'eau immobile et n'en sachant pas calculer exactement la surface, s'y baignaient la moitié du visage en même temps que la bouche et aspiraient âcrement par le nez une eau qui leur semblait brûlante, d'autres enfin, pour toutes ces raisons à la fois, n'importe. Il nous semblait, sur ces bords arides du Cher, que toute la fraîcheur terrestre était enclose en ce lieu. Et maintenant encore, au seul mot de fontaine, prononcé n'importe où, c'est à celle-là pendant longtemps que je pense. Le retour se fit à la brune, avec insouciance d'abord, comme l'aller. Le chemin de Grand-Fonce, qui remontait vers la route, était un ruisseau l'hiver et l'été, un ravin impraticable, coupé de trous et de grosses racines, qui montaient dans l'ombre entre 2 grandes haies d'arbres. Une partie des baigneurs s'y engagea par jeu, mais nous suivîmes avec M. Sorel, Jasmin et plusieurs camarades, un sentier doux et sablonneux, parallèle à celui-là qui longeait la terre voisine. Nous entendions causer et rire les autres près de nous, au-dessous de nous, invisibles dans l'ombre, tandis que Delouche racontait ses histoires d'hommes. Au faîte des arbres de la grande haie, grésillaient les insectes du soir qu'on voyait sur le clair du ciel, remuer tout autour de la dentelle des feuillages. Parfois, il en dégringolait un, brusquement, dont le bourdonnement grinçait tout à coup. Beau soir d'été calme. Retour sans espoir mais sans désir d'une pauvre partie de campagne. Ce fut encore Jasmin, sans le vouloir, qui vint troubler cette quiétude. Au moment où nous arrivions au sommet de la côte, à l'endroit où il reste 2 grosses vieilles pierres qu'on dit être les vestiges d'un château fort, il en vint à parler des domaines qu'il avait visités et spécialement d'un domaine à demi abandonné aux environs du vieux Nançay, le domaine des Sablonnières. Avec cet accent de l'allier qui arrondit vaniteusement certains mots et abrège avec préciosité les autres, il racontait avoir vu quelques années auparavant, dans la chapelle en ruine de cette vieille propriété, une pierre tombale sur laquelle étaient gravés ces mots: Sigil le chevalier gallois, fidèle à son Dieu, à son roi, à sa belle. Ah, bah, tiens, disait M. Sorel, avec un léger haussement d'épaules, un peu gêné du ton que prenait la conversation, mais désireux cependant de nous laisser parler comme des hommes. Alors Jasmin continua de décrire ce château comme s'il y avait passé sa vie. Plusieurs fois, en revenant du vieux Nançay, Dumas et lui avaient été intrigués par la vieille tourelle grise qu'on apercevait au-dessus des sapins. Il y avait là, au milieu des bois, tout un dédale de bâtiments ruinés que l'on pouvait visiter en l'absence des maîtres. Un jour, un garde de l'endroit, qu'ils avaient fait monter dans leur voiture, les avait conduits dans le domaine étrange. Mais depuis lors, on avait fait tout abattre. Il ne restait plus guère, disait-on, que la ferme et une petite maison de plaisance. Les habitants étaient toujours les mêmes. Un vieil officier retraité, demi-ruiné, et sa fille. Ils parlaient. J'écoutais attentivement, sentant sans m'en rendre compte qu'il s'agissait là d'une chose bien connue de moi lorsque soudain, tout simplement, comme se font les choses extraordinaires, Jasmin se tourna vers moi et me touchant le bras,
frappé d'une idée qui ne lui était jamais venue. Tiens, mais j'y pense, dit-il. C'est là que Maulne, tu sais le grand Maulne, avait dû aller. Mais oui, ajouta-t-il, car je ne répondais pas. Et je me rappelle que le garde parlait du fils de la maison, un excentrique, qui avait des idées extraordinaires. Je ne l'écoutais plus, persuadé dès le début qu'il avait deviné juste, et que devant moi, loin de Maulne, loin de tout espoir, venait de s'ouvrir, net et facile comme une route familière, le chemin du domaine sans nom. C'est la fin du chapitre 1. Je prends une légère pause, juste parce que ma lumière a lâché, donc je vois si je peux la redémarrer ou pas. Elle ne redémarre pas. Et là, j'ai un somme énormissime, puisque c'est ma lumière de stream. Et ma lumière de stream, en vrai, ça fait pas tant de temps que je l'ai, et elle fonctionne sur secteur, si je dis pas de conneries. Donc ça veut dire qu'elle est morte, quoi. Ça veut dire qu'elle est morte, elle m'a coûté un bras, ça fait pas si longtemps que je l'ai. Comment vous dire que je suis fortement dégoûté, et que ça va du coup impacter la qualité visuelle des lives à venir pendant pas mal de temps, parce que je compte pas changer. Enfin, j'avais pas prévu en tout cas d'acheter une nouvelle lumière. Bon, bref, je réfléchirai en dehors du live, mais faut que je réfléchisse à ce que je fais par rapport à ce problème. En tout cas, on va être dans la pénombre pour quelques lives, je pense. Au moins quelques lives. Allez, j'enchaîne avec le chapitre suivant. Chapitre 2. Chez Florentin. Autant j'avais été un enfant malheureux et rêveur et fermé, autant je devins résolu et, comme on dit chez nous, décidé, lorsque je sentis que dépendait de moi l'issue de cette grave aventure. Ce fut, je crois bien, à dater de ce soir-là que mon genou cessa définitivement de me faire mal. Au vieux Nançay, qui était la commune du domaine des Sablonnières, habitait toute la famille de M. Sorel, et en particulier mon oncle Florentin, un commerçant chez qui nous passions quelquefois la fin de septembre. Libéré de tout examen, je ne voulus pas attendre et j'obtins d'aller immédiatement voir mon oncle. Mais je décidai de ne rien faire savoir à Maulne aussi longtemps que je ne serais pas certain de pouvoir lui annoncer quelques bonnes nouvelles. À quoi bon en effet l'arracher à son désespoir pour l'y replonger ensuite plus profondément peut-être. Le vieux Nançay fut pendant très longtemps le lieu du monde que je préférais, le pays des fins de vacances où nous n'allions que bien rarement, lorsqu'il se trouvait une voiture à louer pour nous y conduire. Il y avait eu, jadis, quelques brouilles avec la branche de la famille qui habitait là-bas, et c'est pourquoi sans doute Milly se faisait tant prier chaque fois pour monter en voiture. Mais moi, je me souciais bien de ces fâcheries. Et sitôt arrivé, je me perdais et m'ébattais parmi les oncles, les cousines et les cousins, dans une existence faite de 1000 occupations amusantes et de plaisirs qui me ravissaient. Nous descendions chez l'oncle Florentin et la tante Julie, qui avait un garçon de mon âge, le cousin Firmin, et 8 filles dont les aînées, Marie-Louise, Charlotte, pouvaient avoir 17 et 15 ans. Il tenait un très grand magasin à l'une des entrées de ce bourg de Sologne, devant l'église, un magasin universel auquel s'approvisionnaient tous les châtelains chasseurs de la région, isolés dans la contrée perdue, à 30 kilomètres de toute gare. Ce magasin, avec ses comptoirs d'épicerie et de rouennerie, donnait par de nombreuses fenêtres sur la route et, par la porte vitrée, sur la grande place de l'église. Mais chose étrange, quoique assez ordinaire dans ce pays pauvre, la terre battue dans toute la boutique tenait lieu de plancher. Par derrière, c'étaient 6 chambres, chacune remplie d'une seule et même marchandise. La chambre au chapeau, la chambre au jardinage, la chambre aux lampes, que sais-je. Il me semblait, lorsque j'étais enfant et que je traversais ce dédale d'objets de bazar, que je n'en épuiserais jamais du regard toutes les merveilles. Et, à cette époque encore, je trouvais qu'il n'y avait de vraies vacances que passées en ce lieu. La famille vivait dans une grande cuisine dont la porte s'ouvrait sur le magasin, cuisine où brillaient aux fins de septembre de grandes flambées de cheminée, où les chasseurs et les braconniers qui vendaient du gibier à Florentin venaient de grand matin se faire servir à boire, tandis que les petites filles, déjà levées,
couraient, criaient, se passaient les unes aux autres du sentibon sur leurs cheveux lissés. Au mur, de vieilles photographies, de vieux groupes scolaires jaunis montraient mon père. On mettait longtemps à le reconnaître en uniforme, au milieu de ses camarades d'école normale. C'est là que se passaient nos matinées, et aussi dans la cour où Florentin faisait pousser des dahlias et élevait des pintades, où l'on torréfiait le café, assis sur des boîtes à savon, où nous déballions des caisses remplies d'objets divers précieusement enveloppés et dont nous ne savions pas toujours le nom. Toute la journée, le magasin était envahi par des paysans ou par les cochers des châteaux voisins. À la porte vitrée s'arrêtaient et s'égouttaient, dans le brouillard de septembre, des charrettes venues du fond de la campagne. Et de la cuisine, nous écoutions ce que disaient les paysannes, curieux de toutes leurs histoires. Mais le soir, après 8 heures, lorsqu'avec des lanternes on portait le foin aux chevaux dont la peau fumait dans l'écurie, tout le magasin nous appartenait. Marie-Louise, qui était l'aînée de mes cousines, mais une des plus petites, achevait de plier et de ranger les piles de draps dans la boutique. Elle nous encourageait à venir la distraire. Alors, Firmin et moi, avec toutes les filles, nous faisions irruption dans la grande boutique sous les lampes d'auberge, tournant les moulins à café, faisant des tours de force sur les comptoirs. Et parfois Firmin allait chercher dans les greniers, car la terre battue invitait à la danse, quelques vieux trombones pleins de verre de gris. Je rougis encore à l'idée que, les années précédentes, mademoiselle de Galais eût pu venir à cette heure et nous surprendre au milieu de ses enfantillages. Mais ce fut un peu avant la tombée de la nuit, un soir de ce mois d'août, tandis que je causais tranquillement avec Marie-Louise et Firmin, que je la vis pour la première fois. Dès le soir de mon arrivée au vieux Nançay, j'avais interrogé mon oncle Florentin sur le domaine des Sablonnières. « Ce n'est plus un domaine, avait-il dit. On a tout vendu, et les acquéreurs, des chasseurs, ont fait abattre les vieux bâtiments pour agrandir leur terrain de chasse. La cour d'honneur n'est plus maintenant qu'une lande de bruyères et d'ajoncs. Les anciens possesseurs n'ont gardé qu'une petite maison d'un étage et la ferme. Tu auras bien l'occasion de voir ici mademoiselle de Galais. C'est elle-même qui vient faire ses provisions. Tantôt en selle, tantôt en voiture, mais toujours avec le même cheval, le vieux Bélisaire. C'est un drôle d'équipage. » J'étais si troublé que je ne savais plus quelle question poser pour en apprendre davantage. Ils étaient riches pourtant. Oui, monsieur de Galais donnait des fêtes pour amuser son fils. Un garçon étrange, plein d'idées extraordinaires. Pour le distraire, il imaginait ce qu'il pouvait. On faisait venir des Parisiennes, des gars de Paris et d'ailleurs. Toutes les sablonnières étaient en ruine. Madame de Galais près de sa faim, qu'il cherchait encore à l'amuser et lui passer toutes ses fantaisies. C'est l'hiver dernier, non, l'autre hiver, qu'ils ont fait leur plus grande fête costumée. Ils avaient invité la moitié des gens de Paris et la moitié des gens de campagne. Ils avaient acheté ou loué des quantités d'habits merveilleux, des jeux, des chevaux, des bateaux, toujours pour amuser Franz de Galais. On disait qu'il allait se marier et qu'on fêtait là ses fiançailles. Mais il était bien trop jeune. Et tout a cassé d'un coup. Il s'est sauvé. On ne l'a jamais revu. La châtelaine morte, mademoiselle de Galais, est restée soudain toute seule avec son père, le vieux capitaine de vaisseau. N'est-elle pas mariée ? Demandai-je enfin. Non, dit-il. Je n'ai entendu parler de rien. Serais-tu un prétendant ? Tout déconcerté, je lui avouai aussi brièvement, aussi discrètement que possible, que mon meilleur ami Augustin Maulne, peut-être, en serait un. Ah, dit Florentin en souriant. S'il ne tient pas à la fortune, c'est un joli parti. Faudra-t-il que j'en parle à monsieur de Galais ? Il vient encore quelquefois jusqu'ici chercher du petit plomb pour la chasse. Je lui fais toujours goûter ma vieille eau-de-vie de mare. Mais je le priai bien vite de n'en rien faire, d'attendre. Et moi-même, je ne me hâtais pas de prévenir Maulne. Tant d'heureuses chances accumulées m'inquiétaient un peu. Et cette inquiétude me commandait de ne rien annoncer à Maulne que je n'eusse au moins vu la jeune fille. Je n'attendis pas longtemps. Le lendemain, un peu avant le dîner, la nuit commençait à tomber. Une brume fraîche, plutôt de septembre que d'août, descendait avec la nuit. Firmin et moi, pressentant le magasin vide d'acheteurs un instant, nous étions venus voir Marie-Louise et Charlotte. Je leur avais confié le secret qui m'amenait au vieux Nançay à cette date prématurée. Accoudés sur le comptoir ou assis les deux mains à plat sur le bois ciré, nous nous racontions mutuellement ce que nous savions de la mystérieuse jeune fille, et cela se réduisait à fort peu de choses,
lorsqu'un bruit de roue nous fit tourner la tête. La voici, c'est elle, dirent-ils à voix basse. Quelques secondes après, devant la porte vitrée, s'arrêtait l'étrange équipage. Une vieille voiture de ferme, aux panneaux arrondis, avec de petites galeries moulées, comme nous n'en avions jamais vu dans cette contrée. Un vieux cheval blanc, qui semblait toujours vouloir brouter quelque herbe sur la route, tant il baissait la tête pour marcher. Et sur le siège, je le dis dans la simplicité de mon cœur, mais sachant bien ce que je dis, la jeune fille la plus belle qu'il y ait peut-être jamais eue au monde. Jamais je ne vis tant de grâce s'unir à tant de gravité. Son costume lui faisait la taille si mince qu'elle semblait fragile. Un grand manteau marron, qu'elle enleva en entrant, était jeté sur ses épaules. C'était la plus grave des jeunes filles, la plus frêle des femmes. Une lourde chevelure blonde pesait sur son front et sur son visage délicatement dessiné, finement modelé. Sur son teint, très pur, l'été avait posé 2 taches de rousseur. Je ne remarquai qu'un défaut à tant de beauté. Au moment de tristesse, de découragement ou seulement de réflexion profonde, ce visage si pur se marbrait légèrement de rouge, comme il arrive chez certains malades gravement atteints sans qu'on le sache. Alors toute l'admiration de celui qui la regardait faisait place à une sorte de pitié, d'autant plus déchirante qu'elle surprenait davantage. Voilà du moins ce que je découvrais, tandis qu'elle descendait lentement de voiture et qu'enfin Marie-Louise, me présentant avec aisance à la jeune fille, m'engageait à lui parler. On lui avança une chaise cirée, et elle s'assit, adossée au comptoir, tandis que nous restions debout. Elle paraissait bien connaître et aimer le magasin. Ma tante Julie, aussitôt prévenue, arriva, et le temps qu'elle parla, sagement, les mains croisées sur son ventre, hochant doucement sa tête de paysanne commerçante coiffée d'un bonnet blanc, retarda le moment, qui me faisait trembler un peu, où la conversation s'engagerait avec moi. Ce fut très simple. Ainsi, dit mademoiselle de Galais, vous serez bientôt instituteur. Ma tante allumait au-dessus de nos têtes la lampe de porcelaine qui éclairait faiblement le magasin. Je voyais le doux visage enfantin de la jeune fille, ses yeux bleus si ingénus, et j'étais d'autant plus surpris de sa voix si nette, si sérieuse. Lorsqu'elle cessait de parler, ses yeux se fixaient ailleurs, ne bougeaient plus en attendant la réponse, et elle tenait sa lèvre un peu mordue. J'enseignerai, moi aussi, dit-elle, si monsieur de Galais voulait. J'enseignerai les petits garçons, comme votre mère. Et elle sourit, montrant ainsi que mes cousins lui avaient parlé de moi. C'est, continua-t-elle, que les villageois sont toujours avec moi polis, doux et serviables, et je les aime beaucoup. Mais aussi, quel mérite ai-je à les aimer? Tandis qu'avec l'institutrice, ils sont, n'est-ce pas, chicaniers et avares. Il y a sans cesse des histoires de porte-plumes perdus, de cahiers trop chers ou d'enfants qui n'apprennent pas. Eh bien, je me débattrais avec eux, et ils m'aimeraient tout de même. Ce serait beaucoup plus difficile. Et, sans sourire, elle reprit sa pose songeuse et enfantine, son regard bleu, immobile. Nous étions gênés tous les trois par cette aisance à parler des choses délicates, de ce qui est secret, subtil, et dont on ne parle bien que dans les livres. Il y eut un instant de silence, et lentement, une discussion s'engagea. Mais avec une sorte de regret et d'animosité contre je ne sais quoi de mystérieux dans sa vie, la jeune demoiselle poursuivit. Et puis j'apprendrai aux garçons à être sages, d'une sagesse que je sais. Je ne leur donnerai pas le désir de courir le monde, comme vous le ferez sans doute, monsieur Sorel, quand vous serez sous-maître. Je leur enseignerai à trouver le bonheur qui est tout près d'eux et qui n'en a pas l'air. Marie-Louise et Firmin étaient interdits comme moi. Nous restions sans mot dire. Elle sentit notre gêne et s'arrêta, se mordit la lèvre, baissa la tête et puis elle sourit, comme si elle se moquait de nous. Ainsi, dit-elle, il y a peut-être quelque grand jeune homme fou qui me cherche au bout du monde, pendant que je suis ici dans le magasin de madame Florentin sous cette lampe, et que mon vieux cheval m'attend à la porte. Si ce jeune homme me voyait, il ne voudrait pas y croire, sans doute. De la voir sourire, l'audace me prit, et je sentis qu'il était temps de dire en riant aussi. Et peut-être que ce grand jeune homme fou, je le connais, moi. Elle me regarda vivement. À ce moment,
Le timbre de la porte sonna. 2 bonnes femmes entrèrent avec des paniers. Venez dans la salle à manger, vous serez en paix, nous dit ma tante en poussant la porte de la cuisine. Et comme mademoiselle de Galais refusait et voulait partir aussitôt, ma tante ajouta Monsieur de Galais est ici et cause avec Florentin auprès du feu. Il y avait toujours, même au mois d'août, dans la grande cuisine, un éternel fagot de sapin qui flambait et craquait. Là aussi, une lampe de porcelaine était allumée, et un vieillard au doux visage creusé et rasé, presque toujours silencieux comme un homme accablé par l'âge et les souvenirs, était assis auprès de Florentin devant 2 verres de marc. Florentin salua. François cria-t-il de sa forte voix de marchand forain, comme s'il y avait eu entre nous une rivière ou plusieurs hectares de terrain. Je viens d'organiser un après-midi de plaisir au bord du Cher pour jeudi prochain. Les uns chasseront, les autres pêcheront, les autres danseront, les autres se baigneront. Mademoiselle, vous viendrez à cheval. C'est entendu avec monsieur de Galais. J'ai tout arrangé. Et François, ajouta-t-il comme s'il y eût seulement pensé, tu pourras amener ton ami, monsieur Maulne. C'est bien Maulne qu'il s'appelle. Mademoiselle de Galais s'était levée, soudain devenue très pâle. Et à ce moment précis, je me rappelai que Maulne, autrefois, dans le domaine singulier près de l'étang, lui avait dit son nom. Lorsqu'elle me tendit la main pour partir, il y avait entre nous, plus clairement que si nous avions dit beaucoup de paroles, une entente secrète que la mort seule devait briser, et une amitié plus pathétique qu'un grand amour. À 4 heures, le lendemain matin, Firmin frappait à la porte de la petite chambre que j'habitais dans la cour aux Pintades. Il faisait nuit encore, et j'eus grand-peine à retrouver mes affaires sur la table encombrée de chandeliers de cuivre et de statuettes de bon sein toutes neuves, choisies au magasin pour meubler mon logis la veille de mon arrivée. Dans la cour, j'entendais Firmin gonfler ma bicyclette et ma tante dans la cuisine souffler le feu. Le soleil se levait à peine lorsque je partis, mais ma journée devait être longue. J'allais d'abord déjeuner à Sainte-Agathe pour expliquer mon absence prolongée et, poursuivant ma course, je devais arriver avant le soir à la Ferté-d'Angillon, chez mon ami Augustin Maulne. Et c'est la fin du chapitre 2 de la 3e partie. Hop. Nous passons à l'outro du live, les amis. Comment vous dire que avec ma disposition d'esprit de gros stressé et de voir le mal partout, là je pense pas tellement à la lecture que je viens de faire, je pense plutôt à le prix que j'ai déboursé pour cette putain de lampe qui a tenu si peu de temps. Bref, j'espère que la qualité vidéo reste acceptable. J'ai l'impression que ça reste quand même plutôt quali. C'est juste que c'est sombre, quoi. C'est juste que c'est sombre. Oui, j'ai l'impression que la définition de la webcam n'en est pas trop affectée, parce qu'il fait quand même suffisamment clair. Mais c'est juste que l'image est pas mal sombre. Donc, je vais quand même certainement essayer de racheter une lumière assez rapidement. Super, la petite dépense qui n'était pas prévue, ça fait plaisir. Et du coup, ouais, je suis bien déçu. Je vais quand même voir si je peux pas essayer de réparer ça, mais je vois pas du tout comment je vais faire. Parce que en fait, pour tout vous dire, euh, c'est une lampe Elgato, donc c'est quand même pas une lampe premier prix. Donc ça me fait vraiment chier qu'elle soit morte en si peu de temps. Lampe Elgato, là je la vois à 60 euros. Ah non, c'est pas celle-là que j'ai. C'est pas celle-là que j'ai. Attends, quoi? Attends, quoi? C'est pas possible que ce soit ça. Non, c'est pas ça que j'ai. C'est pas ça que j'ai. Parce que là, j'en vois une à 180 euros. J'étais en mode. Pardon? Non, non, c'est bon, c'est pas ça que j'ai. C'est pas ça que j'ai. J'arrive pas à retrouver mon ancienne lampe. Enfin, mon ancienne lampe. J'arrive pas à retrouver ma lampe, c'est ouf. Oh là là, je la vois sur des sites à 100 balles. J'ai vraiment payé ça autant? Je me rappelle plus.
Ça me fait giga chier, du coup. Ça me fait d'autant plus, giga méga chier que, j'avais plus le prix en tête, je me rappelais pas que c'était si cher. Et bah, du coup, ça me donne vraiment pas envie de reprendre une lampe, Elgato. J'ai pas envie de faire de la mauvaise pub à Elgato, mais là, ça me fait un peu, mal au cul, ça fait un peu, foutage de gueule vu le prix que je l'ai payé. De se dire que je l'ai gardé, aussi peu de temps. Je sais pas combien je l'ai gagné, mais c'est gardé, mais ça doit allez, ça doit faire 2 3 ans, un truc comme ça, je pense. Ça me fait très mal. Ça me fait très, très mal. Bref, je vais arrêter de m'apitoyer sur mon sort, ça ne sert à rien. Et puis, on va s'arrêter là pour le live du jour, parce que encore une fois, je veux pas faire plus long en parlotte qu'en lecture. Et en lecture, ça a été quand même, assez rapide. Je pensais pas que ça serait si rapide, pour être tout à fait franc. Hem, mais en même temps, si je lis un chapitre de plus, je sais que ça va commencer à faire long. J'avais fait du repérage. Intéressant, ce début de chapitre. On part sur, le coup de, mais en fait, le narrateur retrouve la personne perdue par Maulne. Il va pouvoir peut-être, le mettre au courant. C'est assez drôle du coup que finalement, ça soit, si je comprends bien, si j'ai bien compris l'histoire, que finalement ça soit, lié à un lieu que connaissait Maulne en fait, que connaissait le narrateur en fait, donc François. C'est assez étonnant du coup, on se dirait, qu'il aurait déjà pu comprendre et déjà pu dire à Moln: «Ah mais cet endroit-là, j'y vais en vacances, c'est il y a mon oncle» et ainsi de suite. Après peut-être que j'ai mal compris et peut-être qu'en termes de temporalité, c'est pas possible, parce que là quand même, il y a eu un bond dans le temps si je ne m'abuse. Là, on est sur la vingtaine d'années, mais en même temps, j'ai eu l'impression qu'il disait qu'il allait en vacances, comme si c'était plutôt un souvenir d'enfance. Bon bref, j'avoue que là-dessus, je suis pas 100 sûr de moi, je suis pas 100 sûr d'avoir bien compris la temporalité. Et est-ce que c'est qu'il a découvert ce lieu-là après que Maulne, l'ait recherché, vainement? Ou est-ce qu'il connaissait déjà l'endroit, mais juste il a pas fait le rapprochement que c'était le même endroit que Maulne cherchait? Et que du coup, ben, coïncidence, heu, finalement il va pouvoir le rencarder? En tout cas, ça fait avancer l'histoire d'une manière assez intéressante parce que du coup, il va peut-être devoir aller retrouver son copain à qui il a pas parlé depuis longtemps et tout ça. On va certainement voir une évolution. Hem et en plus, on devine déjà que enfin moi en tout cas, c'est comme ça que je le comprends et que je le lis. On devine déjà que pour Mademoiselle de Galais, la rencontre de Maulne a aussi été quelque chose d'important, d'impactant, puisque directement à l'évocation de son nom, elle est chamboulée, elle se comprend avec le narrateur et cetera et qu'en plus elle dit: «Il y a peut-être quelqu'un autour du monde qui me cherche, nin nin nin», enfin bref et qu'en plus elle dit qu'elle veut, enseigner aux jeunes garçons la leçon que parfois le bonheur est devant eux et qu'il faut pas toujours chercher plus loin et ainsi de suite, ainsi de suite. Comme si peut-être elle avait un regret, comme si peut-être elle avait un regret de: «Bah merde en fait, il y avait Maulne qui était devant moi et je ressentais quelque chose de fort et on s'entendait bien et tutti quanti et je l'ai laissé filer, je m'y suis pas assez intéressé et cetera, que sais-je». Donc oui, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui est en train de se mettre en place et qui peut être bien intéressant. Voili, voilou. Je m'arrête pour aujourd'hui. Est-ce que je vais refaire un live de lecture cette semaine? Si c'est un live aussi court que celui du jour, c'est encore possible. Ceci dit, j'ai encore pas mal de choses à faire. En tout cas, je vous tiendrai au courant sur Facebook, Twitter et Discord, comme d'habitude, à chaque fois que je lance un live. Hem et puis, je réfléchis si j'ai un jour à vous donner plus que les autres. Non, demain, faut que je fasse ça, donc non. Il y a il y a plus de chances que ce soit samedi ou dimanche. Il y a plus de chances que ce soit samedi ou dimanche, mais encore une fois, je ne saurais, vous le promettre. Si vous avez regardé cette vidéo en rediffusion sur YouTube, n'hésitez pas à laisser un like ou un dislike sur votre appréciation de la vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne et tutti quanti.
N'hésitez pas à dire, «Oh là là, mais non, mais ton live sans lumière est vraiment catastrophique». Il y a que moi qui me dis ça, mais je me le dis quand même. Bref, je suis vraiment trop deg. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine à tous et à toutes, et je vous dis à la prochaine pour de prochaines aventures. Bye bye, des bisous.